Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cet atelier marketing positif. C'est vrai, après la coupure de l'été, puisque le dernier était au mois de juin. Euh, donc, comme je l'indiquais, comme nous avons qu'une heure, nous ferons notre possible pour finir à l'heure. Dans tous les cas, on débordera. Généralement, on ne déborde que très peu. Alors, cet atelier est organisé dans le cadre de la chaire Positive Business de l'Université Paris-Nanterre, dont l'objectif est de faire évoluer les pratiques de management afin d'être mieux adaptées aux enjeux du XXIe siècle. La philosophie des ateliers marketing positif, c'est d'aider de contribuer à faire évoluer les pratiques marketing et de faire en sorte que justement ce marketing puisse assumer à la fois sa responsabilité économique, c'est-à-dire la pérennité de l'entreprise, mais aussi intégrer sa responsabilité environnementale et sociale. Donc, les ateliers du marketing positif ont commencé en mai 2021. Ils sont soutenus par l'ADTEM, donc, qui est la première association des marketeurs en France, première association professionnelle, et notamment par le groupe responsable qui a été aussi lancé cette année au sein de l'ADTEM. Donc, l'atelier de ce jour porte sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le packaging responsable, les enjeux pour les marques. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Defurst, qui est directeur de l'agence Calypso Design à Paris, Stéphane Magne, qui est enseignant-chercheur à l'Université Panthéon-Sorbonne, et Francesca Massiadri, qui est étudiante en master marketing à Paris 1 et qui posera les premières questions. Donc, je les remercie vraiment tous les trois pour leur partage d'expérience. Nous proposons aux différents auditeurs d'indiquer leurs éventuelles questions dans le chat. Et donc, en fin de séance, puisque nous allons d'abord laisser la parole à Stéphane, puis à Arnaud, puis à Francesca, et en fin de séance, on vous laissera la parole. Mais pour des soucis d'efficacité, merci d'indiquer vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre en intégralité. Si on ne peut pas vous y répondre pendant la séance, on vous y répondra par mail. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, en introduction, je vous dirais que l'emballage, malgré sa faible contribution à l'impact environnemental global du produit, d'une manière générale, ça focalise l'attention des organisations et de beaucoup de professionnels aujourd'hui. En effet, il contribue de manière non négligeable à l'expérience client et souvent remise en cause par les consommateurs. Il répond cependant à de vraies fonctionnalités dont nous reparlerons. Donc, nous échangerons également sur l'enjeu du packaging dématérialisé, avec notamment la croissance des ventes en ligne. Alors, Stéphane, je te laisse la parole. C'est parti. Si tu veux partager ton écran, et merci encore d'être avec nous. Ton micro est coupé, Stéphane. Voilà, là vous m'entendez? Super, merci. Bon, très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence distancielle, disons. Alors, le packaging a longtemps été taxé de vendeur silencieux du produit et relégué comme une sorte de sous-variable du marketing mix. Il vient pour autant d'acquérir un nouveau statut en raison de son caractère communicationnel et aussi, disons-le, de sa contribution à la pollution environnementale. Alors, sa conception, sa recyclabilité sont désormais au cœur des préoccupations et des questionnements. Le packaging peut-il être responsable et comment les marques peuvent-elles le faire savoir? Les enjeux liés à cet objet contenant sont multiples et engagent de nombreux acteurs, producteurs, agences de design, fournisseurs, distributeurs, organismes collecteurs et autres acteurs de la filière PAC, jusqu'au consommateur final qui est censé trier pour réintégrer ce pack dans une logique d'économie circulaire vertueuse. À tel point qu'il conviendrait plutôt de parler d'un écosystème packaging.
La question se pose alors de savoir quel levier adopter pour signifier le caractère responsable, durable du pack auprès d'un consommateur qui est déjà saturé d'informations et souvent peu motivé à agir, surtout chez les consommateurs à faible sensibilité éco-responsable. Alors je dirais aujourd'hui de manière volontairement provocante, suffit-il d'afficher la couleur pour que le pack soit perçu comme responsable? Au préalable, définissons le packaging par ces trois niveaux. C'est une définition classique, le conditionnement, le suremballage, l'emballage logistique, que l'on appelle aussi l'emballage primaire, secondaire et tertiaire. Le packaging n'est pas tout à fait le design de packaging. Et le design de packaging, en effet, est considéré comme l'ensemble des différents éléments, nous verrons quels sont ces éléments, choisis et agencés en un design holistique global pour déclencher des effets sensoriels souhaités chez le consommateur. Alors, existe-t-il des signes pérennes évoquant un design éco-responsable du packaging et pour quels effets sur le consommateur? Lorsque je parle de stimuli éco-responsables du pack, je pense à ça. Nous avons ici la nouvelle marque de Monoprix Je suis vert. On a un stimulus éco-responsable de type verbal. Et il faut bien reconnaître que les producteurs et les distributeurs eux-mêmes s'essaient à modifier l'information véhiculée par leur pack pour positionner leur marque de façon responsable. Et surfant parfois entre tendance durable et greenwashing, mais cela permet-il de favoriser la perception et d'orienter positivement les attitudes, bref, de convaincre les cibles? C'est la thématique d'aujourd'hui que je vais présenter tout d'abord en parlant du contexte, c'est-à-dire des enjeux du packaging responsable. Il faut bien reconnaître qu'ils sont nombreux, car premièrement, c'est un secteur extrêmement gourmand en ressources. Les chiffres, très difficiles d'ailleurs à obtenir sur la question, qui soulignent l'impact réel du packaging, du pack sur l'environnement, sont les suivants. 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en 2017, 100 milliards en Europe, 26 milliards en France, c'est le 8e secteur industriel en France, pardon. Avec des matières, donc une répartition au niveau de l'usage des matières qui est assez variée, comme vous pouvez le constater. Et en termes de déchets, on est sur 600 kilos de déchets par personne et par an, dont plus d'un tiers est constitué d'emballage, ce qui représente environ 1 euro par jour et par personne, soit une multiplication par 2 depuis 1975. Le pack, c'est compliqué d'analyser son impact sur l'environnement car il est souvent multimatière. Et la concurrence d'ailleurs est vive entre les différentes filières, plastique, carton, métal. On trouve des études de secteurs, de filières qui sont parfois contradictoires et qui pourtant toutes mettent en avant les avantages éco-responsables de chacune de ces matières. Premier enjeu, donc, les ressources. Deuxième enjeu, les attentes du consommateur. Elles sont nombreuses, j'en ai relevé 3. Premièrement, le tri. Alors le tri, les Français sont hésitants sur le geste à adopter au moment de trier, 65%. Repérage, 4 personnes sur 10 éprouvent encore des difficultés à repérer en rayon les produits qui sont réellement responsables. Et pour 90% des Français, à qualité égale, eh bien, c'est le produit présentant un emballage respectueux de l'environnement qui devrait être plus mis en avant par les distributeurs. Donc, on voit bien ce rôle multipartite entre les producteurs et les distributeurs. On a enfin, dernier enjeu, une perception brouillée du pack, car on pourra noter une multiplication des stimuli éco-responsables, réglementation, normes AFNOR. Béatrice nous montrait encore une petite tortue flottant dans l'eau avec une icône qui nous échappe. La confusion entre les labels. Selon Ecolabel Index, on dénombre 431 écolabels dans le monde sur 246 pays. Et enfin, une sensibilité éco-responsable fragmentée, car près de 60% de la population française présenterait, selon certaines études, une sensibilité éco-responsable réduite.
Alors, cette multiplicité des signes ne favorise pas, ne facilite pas la compréhension par le consommateur. D'où cette problématique pour cette recherche, comment est perçue l'information éco-responsable sur le pack. Et je devrais rajouter par le segment des consommateurs non éco-responsables ou à faible sensibilité, qui a été mesuré bien évidemment. Alors, pour initier cette recherche, tout d'abord, un cadre théorique qui porte sur la perception des signes du packaging. Il faut dire que de nombreuses recherches ont été menées en France et à l'étranger sur cette thématique, sans parvenir toutefois à réaliser ou à développer une théorie unificatrice. Pour ma part, j'ai relevé des approches théoriques fragmentées autour de trois pôles, disons. Le premier porte sur la sémiologie et le design sensoriel, c'est-à-dire comment sont perçus les signes et les formes signifiantes du packaging. Le deuxième pôle porte sur la psychologie cognitive, la perception, la catégorisation des formes, la perception holistique des indices formels de l'apparence du produit. Le troisième pôle porte sur le traitement de l'information et des unités d'information qui figurent sur le pack, à savoir les messages iconiques, verbaux, les logos, etc. Enfin, pour ce qui nous intéresse, à savoir les signes éco-responsables, on relève, Polonsky en 98 relève 7 types d'informations environnementales telles que les logos, les images, les accords de licence, les attributs environnementaux, etc. Il y en a une longue liste que je ne peux hélas dévoiler dans le laps de temps assez court qui m'est imparti. Je les ai répertoriées, ces informations que je vais qualifier de pléthoriques entre guillemets, sur ce schéma en termes de signes, d'informations et de messages qui, lorsqu'ils s'agencent et se combinent, déterminent, constituent la rhétorique du packaging, c'est-à-dire la façon de faire passer le message auprès du consommateur. On voit que la perception de ces informations, elle concourt à la formation d'une attitude du consommateur envers le packaging. Et il est à noter que selon au moins 3 recherches récentes, eh bien, il y existe une influence positive du packaging possédant des attributs écologiques sur le consommateur. Alors, venons-en à la méthodologie adoptée pour cette recherche. Cette recherche a été publiée dans une revue qui s'intitule la Revue de l'organisation responsable. Elle a été menée par Focus Group auprès de 11 personnes, 11 participants à faible sensibilité éco-responsable. Alors, on va me dire, oui, l'échantillon est petit, je vais répondre oui, mais ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la quantité de verbatim qui a été collecté sur la base d'un guide d'animation qui présentait des packaging classiques versus des packaging responsables et des réactions à des stimuli réels, à savoir de vrais packaging ont été diffusés auprès des participants. Ce sont 2h30 de réunions enregistrées, 35 pages de verbatim et de l'analyse des données lexicales qui s'est opérée au moyen du logiciel Sphinx Lexica sous forme de mapping. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, ces résultats ont été analysés à travers une grille d'interprétation qui est connu et reconnu par les chercheurs, le modèle de Petit et Cassioppo, qui nous indique quelles sont, d'une certaine manière, les routes de la persuasion et les chemins de traitement de l'information. Alors, comment cette information éco-responsable est-elle traitée? La première chose que l'on peut dire, c'est que le consommateur le consommateur peu éco-responsable, ne lit pas l'information en surnombre. Il procède par heuristique simplifiée, c'est-à-dire des règles de décision rapides qui lui permettent de comprendre très vite si ça va être simple pour trier, si on peut faire, très rapidement comprendre les logos et repérer la provenance du produit, et aussi si le produit est monomatière. Alors, ça, ce sont les premiers éléments qui sortent sur ces mappings obtenus par analyse en composantes, par analyse factorielle des correspondances, pardon. On a une autre information relativement intéressante, c'est que le consommateur faiblement éco-responsable
procède en parallèle à une lecture tactile des signes sensoriels du packaging. C'est quelque chose qu'on savait déjà, mais ici, on a une quête de monomatière touchée. On a l'estimation de quantité de matière, du poids de la matière par pesée manuelle. Et on a une évaluation de la compactibilité du pack par palpation des textures, avec rejet des matières qui sont considérées comme dures ou non compactables. C'est-à-dire que les matériaux souples sont valorisés. Enfin, on a un couplage d'heuristiques tactiles avec des heuristiques visuelles, c'est-à-dire que la recherche de couleurs typiques, considérées comme typiques de l'éco-responsabilité par les consommateurs, à savoir la transparence, le vert, les couleurs naturelles de type beige, papier craft. On a carrément un plaidoyer pour un packaging innovant, responsable, mais simplifié, c'est-à-dire minimiser les plastiques, valoriser les matières souples, éliminer autant que faire se peut les matières dures, jugées comme perçues comme non éco-responsables, et offrir des fonctions éco-responsables repérées par des couleurs typiques. Quelles sont les implications et recommandations, c'est-à-dire que faut-il remettre en question sur la multiplication des stimuli éco-responsables? Alors, la grande conclusion, c'est qu'il faut aller vers une simplification du pack et de ses messages, et qu'il faut utiliser des signes typiques faciles à identifier. Si on faisait un schéma que dans le jargon scientifique on appelle modèle, ou une modélisation simplifiée, disons, on a des formes sensorielles du packaging qui influent et qui sont lues à travers deux types de chemins de persuasion ou routes. Une route centrale pour ceux qui ont une forte sensibilité co-responsable et qui se sentent motivés à traiter de l'information, et une route périphérique pour ceux qui vont se fonder plutôt sur des heuristiques simplifiées dans leur lecture. Tout cela va contribuer à forger une attitude envers le packaging et responsable s'il est positionné comme tel. On est donc sur une lecture globale et périphérique du packaging, avec une absence totale de motivation, qui d'ailleurs a été exprimée verbalement, à lire l'information verbale détaillée, véhiculée par le pack sur la cible non éco-responsable, et une prédilection pour l'information holistique et iconique simplifiée. D'où la difficulté à influencer les attitudes favorables à l'éco-responsabilité par la lecture d'informations verbales. C'est-à-dire, Petit et Cassiopo, dans leur modèle de 86, expliquaient qu'ils insistent sur la difficulté à opérer des modifications d'attitude sur le consommateur de manière durable lorsqu'on travaille sur les personnes qui sont justement qui empruntent cette route périphérique. Alors, si on veut construire la responsabilité du pack, que faut-il faire? Eh bien, les 4 mots-clés sont compactibilité, lisibilité, recyclabilité et réutilisation. De nombreuses nuances, bien sûr, restent à apporter concernant le pack responsable. Il s'agit simplement d'un focus group avec 11 personnes, mais ces nuances, je ne peux les aborder en raison du format court qui m'est imposé, mais vraisemblablement, et j'en suis même convaincu, nous avons Arnaud, qui est directeur de l'agence parisienne Calypso, qui a opté pour une approche pragmatique en liaison avec les industriels et leurs impératifs de rentabilité. Donc, je vous laisse présenter cette notion de design bleu, tout à fait passionnante, et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Alors, Je vais arrêter mon partage. Arrêter le partage, voilà. Oui, Ça y c'est est, ça. c'est fait. Et donner la main à Arnaud. Alors, est-ce que vous me confirmez, vous voyez bien ma présentation? On voit bien ta présentation sans tes notes. Parfait, merci. Alors, merci effectivement Stéphane pour cet éclairage. Moi, je vais aussi poser un regard positif sur notre métier avec un peu de pragmatisme. Et comme ça, l'idée, c'est d'explorer un peu ensemble les différents axes de transformation dont on dispose aujourd'hui. Alors,
j'ai appelé ça le design bleu. Alors, pourquoi le design bleu? Parce que, justement, Gunter Poly a donné 3 couleurs à notre économie. Vous avez la rouge, qui implique, dans laquelle on vit actuellement, qui use et abuse de nos ressources. Vous avez la verte, qui implique de payer un petit peu plus cher des produits qui vont respecter l'environnement. Et puis, vous avez la bleue, qui s'inspire de la nature, justement, en régénérant les ressources sur le principe de rien ne se perd et tout se transforme. Donc, l'idée, c'est d'inscrire un peu notre métier du design dans cette logique-là, en considérant que les ressources naturelles ne sont pas forcément que des actifs gratuits. Alors, le destin de cette économie bleue, ça va être justement d'utiliser ce que l'on a autour de nous, d'apprendre de la nature, de transformer ses bonnes idées. Donc, être aussi intelligent que la nature, c'est un vrai défi. Par exemple, être bio, éviter d'être bio sans être local, ça peut être une piste. Enfin bon. Toujours est-il que l'objectif, c'est justement de faire bien en faisant du bien. Et donc, alors, quand je vous parle de la nature, c'est comme une source d'inspiration. L'idée, si vous voulez, c'est un peu dans sa dimension idéologique sur le principe du biomimétisme. Léonard de Vinci disait apprenez la nature, vous y trouverez votre futur. Vous voyez, c'était déjà le cas à l'époque. Donc là, on est au cœur d'un parc au Sri Lanka et vous avez des éléphants qui adorent le riz et qui dévastent les cultures au grand désespoir des fermiers. Et alors, pour résoudre ce conflit qui a été meurtrier dans les deux camps, il a été décidé de planter des orangers autour des plantations et des habitations pour une raison très simple, c'est que l'odeur et la saveur des oranges vertes repoussent les éléphants. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que là, la solution, elle vient du vivant. Le savoir et les techniques sont partagés dans l'intérêt du bien commun. Et puis, en plus, on améliore la productivité. Donc, voilà, par exemple, un exemple. Et puis après, vous avez les institutions. Le légal se structure, il favorise les bons comportements, même si c'est souvent sous forme de contraintes. Par exemple, sachez que la Commission de l'Union européenne a décidé de voter une responsabilité élargie pour les entreprises. Désormais, elles sont responsables de leurs produits, même si elles se sont contentées de les vendre. Donc, ça veut dire que la responsabilité est élargie. Et puis, vous avez la loi anti-gaspillage dont on parle beaucoup. Donc, il y a des choses intéressantes nous concernant. En finir avec le plastique jetable. Donc, comme vous le savez, depuis cette année, les pailles, les couverts, les gobelets en plastique sont interdits. Et d'ici 2040, c'est encore un peu loin, mais les plastiques à usage unique seront interdits également. Rendre le tri plus efficace. Le logo unique Triman a été uniformisé en 2021. Et puis, pareil sur les couleurs des poubelles, qui doivent être ces fameuses couleurs pour faire le tri qui vont être uniformisées, parce que ce n'étaient pas les mêmes couleurs partout en France, par exemple. Interdire l'élimination des invendus. À partir de 2022, il sera interdit d'éliminer les produits textiles et d'hygiène. Donc, il faudra les donner ou les recycler, mais on ne pourra plus les jeter. La création d'un indice de réparabilité, c'est le cas depuis cette année. L'idée, c'est d'allonger la durée de vie de nos objets. Puis enfin, mesurer l'impact de notre consommation Internet et mobile. À partir de 2022, nous, consommateurs, nos fournisseurs, nos opérateurs vont nous envoyer notre consommation d'émissions à effet de gaz à effet de serre, liées à notre consommation Internet et mobile, ce qui nous permettra de nous responsabiliser un petit peu sur ces aspects-là. Climat, la loi climat et résilience, j'ai relevé trois faits intéressants. Il y a l'éco-score, pour l'instant qui est expérimenté, mais qui va nous informer sur l'impact carbone des produits et des services. Donc ça, c'est important. La publicité sur les énergies fossiles, elle sera interdite à partir de l'année prochaine. Ça sera sur amendement des sénateurs pour les voitures les plus polluantes en 2028, ça avait fait débat. Et puis, il y a la vente en vrac pour réduire les emballages. Les grandes surfaces qui feront plus de 400 mètres carrés de vente devront, d'ici 2030, là aussi c'est un petit peu loin, mais consacrer 20% de leur surface de vente au vrac.
Donc voilà. Après, vous avez le local. Alors, le local, on en parle beaucoup, mais c'est devenu un élément hyper important. Notre alimentation, elle s'est complètement standardisée depuis les années 50. Sachez par exemple qu'aux États-Unis, 70% des pommes de terre sont de l'espèce potato rosette à cause de McCain, et 60% des tomates sont des Florida H57 à cause de Heinz. Donc vous imaginez, hein, on mesure l'impact de la monoculture et de ses dérives, que ce soit sur les nitrates, les pesticides, les OGM, etc. Donc par exemple, Danone, eux, ils ont annoncé la fin de la standardisation de leurs produits alimentaires. Ils ont un peu plus de 60% de leurs revenus aujourd'hui sur des marques dites locales. Alors c'est discutable, hein, mais les Deux Vaches, Alpro, Aqua, Bledina, etc., sont des marques qui sont dites locales et qui vont avoir cette logique-là dans les différents pays où elles sont présentes. Et puis, vous avez C'est qui le patron, hein, qui est la marque du consommateur. Donc, depuis 2016, c'est 150 millions de litres de lait achetés. Ça concerne plus de 30 produits différents, 16 millions de consommateurs. Ils sont présents dans 9 pays, dans 3 continents. C'est un vrai succès. Et là, on est vraiment dans ce que veulent les consommateurs. C'est la traçabilité totale sur la fabrication, sur la composition des produits. Et c'est ce qui donne cette garantie alimentaire dont ont besoin les consommateurs. Donc, c'est un exemple quand même très intéressant, même si, d'un point de vue packaging et notamment de design, c'est un peu austère. Autre exemple qui est un peu plus fun, ce sont les barres chocolatées Rome, dont le packaging est aux couleurs du drapeau roumain et qui étaient en perte de vitesse, notamment un peu abandonnés par les jeunes. Et ils ont annoncé en grande pompe que le packaging allait changer et serait désormais aux couleurs du drapeau américain. Alors, ça a créé un tollé général dans le pays. Évidemment, la supercherie a été dévoilée quelques jours après. Mais n'empêche que ça a complètement relancé le produit. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est cette fibre patriotique qu'on a en nous, alors qui est plus ou moins développée, hein, mais n'empêche que quand on la chatouille, quand on la titille, ben, ça fonctionne très bien. Et on s'aperçoit que ça fait partie, du coup, une dimension importante pour les consommateurs dans leur façon de consommer. Et puis, vous avez cette notion de consommation responsable. Les Français sont de plus en plus attentifs à leur consommation. Plus de 80% ou 80% déclarent être influencés par le caractère responsable d'une marque lors de l'acte d'achat. Et vous avez l'exemple de Patagonia, hein, qu'on connaît bien, qui a construit depuis 1985 sa crédibilité et sa réputation dans le calme, dans le long terme, dans la cohérence. Son seul fait d'arme, enfin en tout cas son seul éclat marketing, c'est d'avoir publié en 2015, le jour du Black Friday, une pleine page dans le New York Times qui dit « Don't buy this jacket ». Donc ça, c'est intéressant, hein, parce que c'est un manifeste qui résume bien l'affirmation de Patagonia. Hein, c'est n'acheter que ce qui est nécessaire, réutiliser les produits au maximum, les réparer tant que c'est possible, ou sinon les recycler. Et puis, ils sont à l'initiative aussi d'un nouveau label, qui est le label ROC, pour Regenerative Organic Certified, qui est en fait une certification d'agriculture biologique régénératrice, qui porte aussi bien sur les aliments, sur les fibres que sur les plantes. Et puis, vous avez l'exemple de Vinted, hein, que vous connaissez, voilà, qui ne le porte pas avant le. Il faut quand même savoir que chaque seconde, il y a 2,2 articles qui changent de main. En France, 16 millions de personnes ont ouvert un compte, 3 millions consultent leur compte quotidiennement, donc c'est un vrai succès. D'ailleurs, on prédit que la consommation des vêtements de seconde main devrait dépasser en valeur celle des vêtements neufs d'ici 2028, donc c'est demain. Et d'ailleurs, on a vu naître de nouvelles boucles de consommation ces derniers temps, avec la Reboucle, qui est une initiative de la Redoute, avec Darty Occasion, avec Fnac Seconde Vie, Vestiaire Collectif. Enfin, voilà, c'est des initiatives qui ont un vrai succès et qui prouvent que les comportements sont en train de changer. Alors évidemment, il y a aussi la dimension économique qui rentre dans ces comportements-là, mais toutefois, ça change. Vous avez le cas de Seb, qui est un cas très intéressant. Eux, ils travaillent sur l'obsolescence programmée depuis longtemps. Il faut savoir que votre appareil Seb, quand il a dépassé sa garantie, qui tombe en panne, eh bien, vous pouvez l'envoyer à des réparateurs agréés. Et en fait, on vous garantit
un forfait de réparation qui ne dépassera pas un tiers du prix d'achat neuf de l'objet. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que nos clients, enfin les clients de Seb, vont pas changer de fer à repasser pour un nouveau fer à repasser. Ils vont être convaincus par ce produit-là et du coup, ils vont acheter une friteuse, ils vont acheter un aspirateur. Donc, vous créez de la préférence de marque, vous créez de la confiance. C'est super important et du coup, vous construisez une relation dans le temps avec vos consommateurs. Et puis, vous avez Veja, la marque de basket écologique française. Alors, eux, ils ont ouvert un magasin à Bordeaux où vous allez trouver assez peu de chaussures neuves, finalement. Vous allez pouvoir acheter des baskets qui ont des défauts, qui ont été ramenés. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais il y a un service de cordonnerie où vous pourrez faire réparer vos vieilles baskets. Voilà, une basket qui est patinée par le temps, que vous aimez bien, plutôt que d'être obligé de l'acheter, vous allez la faire réparer. Et puis, si vous ne pouvez pas la réparer, il y a un système de collecte et on vous donne un bon d'achat en échange de ce dépôt. Donc, vous voyez, les business models évoluent. On est sur de l'occasion, sur de l'abonnement, sur de la location. On est plus sur la vente d'un service que plus un produit. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette consommation responsable. Et puis après, vous avez la dimension activiste. Quels sont les engagements, les actions des marques? On dit que les marques, si elles ne s'engagent pas, elles disparaîtront. Et c'est très vrai. Donc là, vous avez l'exemple d'Animals. On est aux États-Unis. Le secteur agroalimentaire dépense à peu près 100 millions de dollars en lobbying pour empêcher l'étiquetage non OGM. Et eux, Danone, à l'époque, c'était en 2017, ils y vont quand même. Donc, en 2 ans, ils font basculer 1 milliard de dollars de leurs ventes vers une agriculture sans OGM. Ce qui avait amené à l'époque quand même Monsanto à tweeter « Danone renvoie les agriculteurs au Moyen-Âge ». Bon, toujours est-il que les résultats sont là, puisqu'ils ont augmenté leur part de marché et ils ont été suivis par les consommateurs. Donc, ça prouve que voilà, une marque qui s'engage, qui prend des risques, eh bien, c'est aussi pour de bonnes raisons. Il faut savoir que 79% des personnes pensent que les entreprises ont le devoir d'agir pour la société. Donc, c'est une attitude qu'il faut adopter. 64% des personnes pensent que c'est une bonne chose qu'elles prennent part au débat public pour défendre les valeurs auxquelles elles croient. Donc, vous avez l'exemple de Nike. Alors, évidemment, Nike n'est pas une marque parfaite, bien loin de là. Toujours est-il qu'ils avaient pris comme égérie, vous vous souvenez, le footballeur américain Colin Kaepernick, qui avait mis un genou à terre pendant l'hymne national en guise de protestation contre les violences policières envers les populations noires. Donc, quand Nike fait ce genre de choses, c'est un engagement très fort. Et alors là, pour le coup, ils prennent part au débat public. Donc, c'est une démarche intéressante et puis qui sort du référentiel, du modèle économique, juste de leur métier premier. Donc, voilà. Donc, le design bleu, il propose de prendre cet autre chemin qui se veut régénérateur, parce qu'on l'a vu, le niveau des meilleures pratiques augmente. Vendre du neuf, ça ne suffit plus. En fait, si vous voulez, comme l'explique bien Sauveur Fernandez, en 1950, on a vu l'arrivée du Big is Beautiful. C'est-à-dire qu'on a remplacé le panier de la ménagère par un immense caddie qu'on pouvait remplir à l'infini. On voulait de grandes surfaces où on pouvait acheter tout type de produits. On voulait des grandes marques qui nous vendaient tout type de produits aussi, jusqu'à la formulation des produits qui étaient longs comme notre bras. Et ça a duré à peu près jusqu'à maintenant. Maintenant, on est plutôt dans small is beautiful, c'est-à-dire que moins on en met dans la formule, plus on va raccourcir les distances pour aller faire ses courses, plus on va avoir de contact avec la marque, et plus on va avoir du coup de l'estime pour ce produit, plus on va considérer qu'il est de qualité. Donc voilà, c'est ce modèle-là qui est en train de réconcilier la valeur et le social qui est intéressant. Alors, quand on se focalise un peu plus sur le packaging, on va voir comment on pourrait s'aligner le packaging dans cette dimension-là. Alors, avant tout, j'aimerais bien remettre juste un peu l'église au milieu du village. On a vu, parce que le packaging, quand même, on a pris plein à la figure ces derniers temps, et Béatrice le disait en préambule,
Et dans ce contexte, et notamment dans le contexte sanitaire, on a vu quand même que le rôle de l'emballage s'est révélé. Alors, c'est un déchet, il est à recycler, c'est indiscutable, mais n'empêche qu'il s'est révélé indispensable au maintien de l'activité de distribution, de l'alimentation, de la santé, de l'hygiène. Sans emballage, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de vaccin. Enfin, donc voilà, donc c'est quand même une notion, un objet hyper important. Et puis en plus, il améliore la conservation alimentaire, donc il limite le gaspillage alimentaire. N'oublions pas ça. Ça a été, on a inventé très, très, très tôt le packaging. Enfin, le packaging. En tout cas, les hommes ont inventé très tôt des moyens de conservation, de conserver leurs aliments, de les transporter, de les déplacer. Donc voilà, c'était bien de remettre un petit peu les choses au point. Alors, en termes de pistes de transformation, il y a une chose intéressante, c'est par rapport au gaspillage alimentaire, ce sont les dates de conservation des aliments. Donc, vous avez la DLC, qui est en fait à consommer jusqu'au, et la DDM, qui est le à consommer de préférence avant le. Bon, et il faut savoir que plus de 50% des Français ne font pas la différence, et du coup vont jeter des produits à consommer de préférence avant le. Alors que, en fait, cette date, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Elle nous signale que le goût, la couleur, la texture du produit peut se dégrader, mais c'est uniquement ça. Donc, ça veut dire que le sel, le miel, le sucre, en fait, ça ne se périme jamais. Le chocolat, lui, il peut être consommé jusqu'à 2 ans après sa date de péremption. Donc, en fait, si vous voulez, c'est voilà, changer les réflexes. Et si on pourrait éviter quand même 20% du gâchis alimentaire en France, juste en faisant bien la différence entre ces deux dates. Et c'est là où le packaging, du coup, intervient, parce qu'il peut jouer le rôle d'informateur et de sensibilisation. Donc, la vache qui rit l'a fait. Il y avait une intercalaire dans leur boîte qui donnait les bons réflexes. Avant de jeter, il faut observer, il faut sentir, il faut goûter. Saint-Morel l'a fait également. Donc voilà, c'est avoir les bons réflexes et on voit que le packaging peut faire passer ce type de message. Et puis, vous avez Cristalline avec son bouchon solidaire, vous savez, ce bouchon qui est attaché à la bouteille. En fait, Pierre Papillot, à l'époque, regarde un reportage sur la pollution des océans et, vous savez, assiste à l'autopsie d'un oiseau. On a tous vu ça, où on découvre dans son estomac du plastique et notamment des bouchons de bouteilles. Il faut savoir que les bouchons en plastique font partie du top 10 des déchets retrouvés sur les plages. Donc, il est rentré dans son entreprise le lendemain en disant « c'est pas possible, on ne peut pas participer à ce désastre écologique ». Donc, ils se sont mis autour d'une table, ils ont réfléchi, ils ont travaillé et ils ont créé ce fameux bouchon solidaire donc, qui ne se perd pas dans la nature ni les océans. Sauf qu'à l'époque, quand ils ont lancé ce bouchon, ils ont reçu énormément de courriers de plaintes de consommateurs qui trouvaient que ce bouchon n'était pas pratique parce que quand je bois la bouteille, je me le prends dans le nez. Quand j'ouvre la bouteille, je renverse un petit peu d'eau. Si je ne ferme pas bien le bouchon, l'eau, la bouteille s'ouvre dans mon sac, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, quand ils ont lancé ce bouchon, ils n'ont pas bien communiqué. Ils n'ont pas suffisamment informé le consommateur sur les bienfaits de cette innovation. Donc, nous, on a pas mal travaillé avec eux, justement, sur ces aspects-là. On se sert du packaging pour faire passer ces messages en disant, voilà, le bouchon solidaire, il est présent pour préserver notre planète. Donc, on peut mettre en avant ce type de message. Alors, sachez, par exemple, que le bouchon solidaire qui a été inventé par Cristalline, il sera obligatoire sur l'ensemble des bouteilles en France, quelle que soit la marque, dans 2 ans. Donc, c'est devenu même un outil qui sera appliqué par tout le monde. Alors, éviter les suremballages, on a l'exemple des déodorants, qui est un bon exemple. À l'époque, quand on les a compressés, les consommateurs avaient un petit frein à l'achat parce qu'ils se demandaient s'il n'y avait pas moins de produits dedans. Eh bien, les marques ont bien communiqué, ont bien informé les consommateurs, leur ont expliqué que ça revenait au même. Et du coup, aujourd'hui, c'est le combo gagnant de l'emballage responsable. C'est un succès. On utilise moins de matière. Donc, voilà, optimiser le cycle de vie des emballages. L'emballage de demain, en fait, il sera multisolution. Il sera réemployable, recyclable, ou biosourcé, biodégradable, ou compostable. Voilà, ce ne sera pas une seule solution. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des matériaux qui seront biosourcés, on va favoriser des composants adaptés au recyclage, on va préférer le monomatériau. Stéphane en parlait, ça améliore le rendement de la matière recyclée.
Donc voilà, donc en termes de conclusion, pour finir, le design bleu, en fait, il se veut altruiste. Hein, ça sous-entend de consommer ce qui est bon pour les autres et pour la nature pour que cela soit bon pour soi. C'est-à-dire qu'on se met un petit peu en retrait, on regarde ce que ça engendre pour les autres et pour la nature, et ensuite, je me fais plaisir. Ensuite, il est militant. Selon une enquête du CIAD, pour 63% des personnes interrogées, manger, c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. Hein, c'est ce qu'on appelle l'alimentation militante. C'est intéressant parce que ça veut dire que la consommation, en fait, elle est désormais actrice du changement. C'est-à-dire qu'elle ne subit plus, c'est elle qui va provoquer, euh, qui va faire bouger les lignes. D'ailleurs, sachez que 40% des Français ont déjà boycotté des marques. Les secteurs les plus visés, évidemment, c'est l'alimentaire et les boissons, ce n'est pas une surprise. Et la première cause de boycott, c'est le risque pour la santé. En troisième, on trouve la nuisance environnementale, donc c'est important. Et sachez qu'en deuxième, c'est la maltraitance des animaux. Donc voilà, donc il faut faire attention à ça. Alors après, les consommateurs, ils vous pardonnent. Hein. Une marque qui va améliorer, qui va corriger son défaut, il va vous pardonner et, et revenir vers cette marque. Donc c'est le consommateur qui changera notre société. Voilà. La génération qui est née après 96 serait la plus éduquée, la plus multi-éthique, la plus progressiste qui ait jamais existé. Donc, elle consommera autrement. De toute façon, elle a commencé à consommer autrement. Donc, voilà, cela nous pousse à nous recentrer sur l'essentiel. Maintenant, on est engagé mais pragmatique. Hein. Si 47% des consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour une marque responsable, finalement, pour la majorité, c'est quand même le pouvoir d'achat qui reste la priorité numéro un. Donc ça, c'est un vrai paradoxe. On est tous confrontés à ce paradoxe-là. En fait, le consommateur a toujours raison, hein, et même quand il a tort. C'est à peu près ça l'idée. Hein. Donc, si vous voulez, c'est le temps de l'action, là. Hein. C'est pour ça que le design bleu s'inscrit dans cette logique-là, avec le mieux et le plaisir. Hein. L'idée, c'est de positiver la consommation. La consommation, c'est devenu une culture. C'est une culture qui résonne pour reconstruire, pour améliorer. Donc, ça sous-entend d'imaginer, d'avoir un imaginaire de réconciliation. C'est-à-dire que remettre l'humain au centre de tout ça avec un engagement qui sera participatif. Ce côté feel good qui est intéressant, c'est-à-dire que on va mettre un peu de poésie dans tout ça, on va mettre de l'inattendu, on va créer du désir, de l'amour. Enfin, voilà, il faut remettre de l'émotion, il faut remettre de l'humain. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'imperfection. La perfection, c'est suspect en fait. Hein. Donc, il faut être modeste dans son attitude. Si on fait bien les choses, il faut le dire, comme le fait par exemple Cristalline. Par contre, si on n'est pas encore au point sur certains points, il faut aussi le dire et dire qu'on travaille dessus, qu'on essaie de s'améliorer, mais qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Donc voilà, donc ça sous-entend de coopérer en fait, hein, de travailler et de générer des solutions qui vont être partagées, de mettre les différents acteurs autour d'une table et de réfléchir ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait ce matin tous ensemble. Donc voilà, j'ai enfin fini. J'espère que j'ai respecté, j'ai dépassé un petit peu, je suis désolé. Merci Arnaud. Avec plaisir. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Francesca. Oui, merci Béatrice et merci aussi à Arnaud et au professeur Magne pour ces deux présentations très inspirantes et intéressantes. Pour ma part, deux petites questions. Donc, la première qui porte plutôt sur les achats sur le web, car on sait effectivement qu'aujourd'hui, une grande partie des achats se font en ligne, ce qui s'inscrit un peu dans une tendance qui était déjà très affirmée avant la crise de Covid et qui s'est affirmée encore plus après la pandémie. Mais on sait également que si une marque veut rester compétitive, elle doit être en mesure de proposer un produit qui corresponde aux attentes virtuelles du consommateur. Et notamment, elle doit essayer à combler le gap sensoriel entre l'expérience au magasin et l'achat en ligne. Donc, ma question, c'est, en quelques mots, quels sont les outils digitaux qui peuvent être mis en place
pour pallier le manque de sensorialité lors d'un achat en ligne, et notamment dans le cas du packaging éco-responsable? Je sais pas, Stéphane, tu veux Voilà une bonne commencer? question qui nous projette vers le futur. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, de bon nombre de distributeurs tels que Walmart, Carrefour sont en train de se lancer dans des nouveaux types de magasins de type virtual commerce, à savoir on fera nos courses peut-être avec des Oculus branchés Oui. sur les yeux et qui nous permettront d'entrer dans des mondes virtuels dans lesquels nous ferons des achats de packaging dématérialisé d'une certaine manière. Alors, on n'y est pas encore tout à fait pour tout dire, mais je sais que Facebook aussi travaille sur le métaverse, donc c'est réalité virtuelle dans lesquelles nous allons entrer en relation et peut-être aussi acheter évidemment. Réalité augmentée, 3D, rotation des packaging, prise en main virtuelle. On est au cœur de l'importance de l'information qui sera véhiculée par ces produits. Et peut-être aussi, on peut se poser la question, est-ce que on va déshabiller le packaging, le produit? Est-ce que le consommateur va-t-il pouvoir acheter par exemple un paquet de purée mousseline et recevoir seulement les sachets aluminisés sans sa boîte, sans suremballage? Parce que le consommateur, a priori, n'est pas très favorable au suremballage et il considère que c'est le distributeur qui devrait le conserver chez lui d'ailleurs. Alors là, je donne la parole à Arnaud parce qu'il a sûrement des idées sur ça, sur cette Ouais. dématérialisation, cette virtualisation du packaging. Oui, 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 puis c'est pas uniquement pour sauver mon métier, hein, que je vais dire ça, mais il y a des contraintes, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le packaging, au-delà du fait qu'il va porter les valeurs d'une marque ou les valeurs d'un produit, il est là aussi pour des raisons réglementaires. Il y a il y a des informations type infoterie, type conservation, la liste des ingrédients. Et ça, a priori, on ne pourra pas s'en séparer. C'est-à-dire que le consommateur recevra chez lui, combien même il n'a pas la boîte, mais il faudra au moins qu'on mette sur le sachet ces informations-là. Donc, on ne Mmh, pourra pas se débarrasser complètement de la partie matérielle du packaging. mmh, Et puis après, sur la partie immatérielle, nous, quand on crée des packaging pour nos clients, on nous demande systématiquement désormais de créer une 3D mmh. de ce pack pour effectivement être présent dans les e-commerce, etc., etc. Ouais. Oui, Donc, je crois que ouais. Ce en qui va fait, il y a être les deux. important, ce qui va être très important dans le futur, c'est le e-merchandising, c'est-à-dire ce que tu es en train de décrire là, c'est d'une certaine manière des planogrammes avec des tests d'impact de packaging dans leur environnement concurrentiel. Et vraisemblablement, ça sera de nouvelles recherches vont être menées sur l'impact du pack dans un univers virtuel, Oui, vraisemblablement. après on n'ira pas au Mm, total digital, hein, on le sait très bien, mm, ça se rééquilibre au bout d'un moment. mm, mm, On le voit bien d'ailleurs dans d'autres secteurs, hein, mais les gens ont besoin quand même de se sentir, de toucher, même de discuter tout simplement avec un vendeur. mm. Ça va être plutôt du phygital, quoi. C'est-à-dire que Un on mode va quand même hybride. aller dans nos... Et puis d'ailleurs, par rapport à ce que disait Francesca, effectivement, la période qu'on a traversée avec cette crise sanitaire, oui, on a beaucoup commandé sur Internet, mais oui aussi, on s'est vachement rapproché de nos commerces locaux, de nos commerçants, on a créé du contact. Alors, en plus, on nous a empêché un moment d'avoir ces contacts-là. Mm, mm. Donc, je pense que ça Oui, ça et puis sera pas... peut-être pour resituer au niveau des chiffres, sur tout ce qui est achat sur Internet, c'est 10% des achats en fait. Donc il faut Ouais. resituer, on a 90% du business qui s'opère dans la réalité et pas forcément dans la virtualité. Mm. Ouais, en fait, ça dépend beaucoup du secteur aussi, hein. Il y a des secteurs qui sont quand même fortement impactés par l'achat en ligne, qui est notamment l'aménagement de la maison. Enfin, mais tu as, ouais. Il y a un point important aussi, hein, ça dépend de ce qu'on achète sur Internet, mais malgré tout, quand on le reçoit à la maison, c'est un moment de découverte c'est aussi important que la marque prolonge cette expérience en vous donnant la possibilité de découvrir l'objet que vous avez acheté, mais
dans un joli coffret ou dans un joli emballage. Ça va participer à l'expérience et puis à l'expérience positive que vous pouvez avoir avec cette marque. Donc, bon, ça veut dire que dans ce type de démarche, on a une démarche un peu moins éco-responsable, hein, ça c'est sûr. Mais ça y participe. Ouais. Après, il y a la réflexion sur la sobriété numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, la possibilité de réfléchir à des emballages digitaux moins impactants. Et puis aussi, comme tu le soulignes, Arnaud, la continuité dans l'expérience client, c'est-à-dire que quand on voit l'emballage en ligne, il ne faut pas qu'on soit déçu quand on le reçoit chez nous. Et donc, du coup, ça va complexifier finalement la réflexion sur l'emballage. Parce qu'avant, il y avait un emballage et point. Et maintenant, en fait, on doit avoir une cohérence, une recherche de cohérence, Ouais. soit sur le virtuel et à la fois sur le réel. Et ça, Oui, bien sûr. D'ailleurs, enfin, c'est une anecdote, hein, mais par exemple, sur les packaging d'eau, quand on va retrouver le même packaging sur votre site e-commerce, mais on va grossir certains éléments. Par exemple, le litrage va être en énorme dessus pour que vous puissiez le lire sur une petite vignette. Donc, il y a effectivement un travail d'adaptation. Mais c'est plus prendre le relais, en fait. Pour l'instant, ça prend le relais pour, au final, recevoir un pack d'eau réel à la maison. Hein. Oui, la difficulté va être de recréer de la sensorialité sur un objet qui n'existe pas réellement sur les écrans. Donc, il y a un gros travail dans le domaine du design, du web design et du design d'applications mobiles pour susciter cette sensorialité et recréer de l'achat d'impulsion, alors que l'acheteur sur le web est souvent dans un achat très rationnel d'une certaine manière. On l'a vu aussi avec les drives, les paniers moyens d'achat sur le drive sont beaucoup plus faibles qu'en magasin physique. Donc, c'est un bon point pour la conso. Et par contre, effectivement, un modulé, je vois que Nadège avait mis une question, est-ce que le toucher du digital ne peut pas être remplacé par l'histoire du produit? Alors, elle citait l'exemple, voilà. Ah ouais. Et effectivement, c'est vrai que bon, c'est toutes ces réflexions sur le storytelling à adapter et potentiellement. Voilà. On a vu, alors avant de redonner la parole à Francesca pour sa deuxième question, alors on passera, on essaiera de faire quelques questions ensuite, puisqu'il y a des questions au chat. Francesca, ta deuxième question? Oui, déjà, merci beaucoup pour cette première réponse qui était vraiment très précise. Une deuxième question qui porte plutôt du coup sur les écolabels, parce qu'on a vu que c'est quand même quelque chose de relativement grandissant aujourd'hui également. Donc effectivement, si nous devions imaginer un écolabel pour le packaging, qui rassemblerait un peu, disons, au Nutri-Score alimentaire qu'on retrouve aujourd'hui sur les packs, quels seraient, à votre avis, les principaux critères pris en compte pour l'attribution de ce label, pardon? Ouais. Oui, c'est ça. Et qui serait l'entité légitime pour donner ce label? C'est à propos de l'éco-score, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Un éco-score packaging, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire, Francesca? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, l'éco-score, mais d'ailleurs, vous l'avez vu hein, dans la loi climat et résilience, ça fait partie des sujets qui sont abordés. Alors, pour l'instant, c'est à titre expérimental. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'éco-score, c'est sur un modèle. Il travaille avec Open Food, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est en fait le Wikipédia de l'alimentaire. Open Food Facts. Ouais, voilà, Open Food Facts, merci. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est une technologie ouverte, c'est en open data. Donc, après, c'est comme le Nutri-Score, hein, il va chercher les données dans cette base-là également. Maintenant, normalement, c'est plutôt à nos institutions ensuite hein, de donner un cadre juridique. L'idée d'un éco-score. Pardon. Oui, Béatrice. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, l'éco-score packaging est intéressant. Cependant, il ne faut pas oublier que finalement, le produit, c'est l'emballage plus le produit à l'intérieur. Et le fait on avait discuté en préparation de cette conférence, le fait quelquefois d'avoir des raisonnements sur l'emballage et des raisonnements à côté sur le produit
va finalement limiter le champ d'amélioration possible au niveau des impacts. Et c'est vrai que quelquefois, on a des adaptations qui ne sont pas possibles parce qu'on a des professionnels de l'emballage et des professionnels du produit. Nous, et d'ailleurs, Arnaud en parlait sur la nécessité d'avoir une réflexion, une intelligence collective par rapport à tout ça, à la fois réfléchir au produit en même temps à l'emballage. Et c'est vrai que j'aime bien aussi une réflexion sur le vrac qu'il y a sur le chat là. N'est-il pas un peu l'avenir du pack? Alors oui, alors après, dans différents secteurs d'activité, on pourrait réfléchir plus à fond sur ces opportunités, mais si les producteurs de produits, finalement, réfléchissent avec les producteurs de pack. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des réflexions assez isolées. C'est assez surprenant parce que nous, en éco-conception, par exemple, quand on fait l'évaluation, c'est produit plus pack. On ne dit pas, voilà. Et on se rend compte qu'à la conception, on a une déconnexion très fréquente du produit, ceux qui sont du produit et ceux qui s'occupent du pack. Ouais. Pour revenir à la question de Francesca sur l'éco-score packaging, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été faites. Je pense à Casino qui avait calculé sur la base d'ACV, des analyses de cycle de vie, l'impact carbone de ces produits avec des scores qu'ils avaient affichés sur leur packaging de marque distributeur. Ils avaient même d'ailleurs demandé à des producteurs d'insérer ces logos. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on pourrait le faire pour le packaging? Est-ce que ça supposerait, pour faire ces analyses de cycle de vie du packaging, d'avoir des critères précis et ensuite, sur la base des matières qui sont utilisées, de pouvoir donner des scores. Donc, ça suppose de mettre en place toute une métrique qui, c'est peut-être un beau projet voilà, pour les jeunes générations comme vous, Francesca. Je crois que vous êtes en stage chez L'Oréal. Bah, peut-être qu'ils se mettront à mettre un éco-score sur leur packaging. Ça serait une belle initiative. Voilà, une suggestion en même temps. Pourquoi pas? Le tout, c'est que cette information soit lisible immédiatement, un peu comme le Nutri-Score aujourd'hui avec ses lettres colorées c'est une simplification, mais en même temps c'est facile. Eh bien, sur les cibles qui sont non éco-responsables, non motivées à traiter énormément d'informations et surtout de l'information verbale, eh bien, avoir une information iconique, un message coloré qui dit si ce pack il a été réalisé avec des matières recyclées, s'il est compactable, s'il est d'une certaine manière, s'il a un score éco-environnemental positif, eh bien, ça pourrait être très intéressant. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de cohérence entre le Nutri-Score et l'éco-score packaging? Est-ce qu'il n'y aura pas des confusions complémentaires alors qu'il y a déjà beaucoup de confusion sur l'information du pack? Point d'interrogation. Là, aujourd'hui, la lettre, elle est dans une petite feuille. Donc, voilà. Éventuellement, tu en parlais très bien dans ton intervention, visuellement, tu peux a priori faire le relais avec un impact plus environnemental que sur la partie nutritionnelle. Mais Système U l'a fait aussi. Récemment, ils se sont amusés à noter, à noter certains de leurs produits avec l'éco-score. Dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi, Stéphane, par rapport à ta présentation, c'était le fait d'insister sur si le client n'est pas vraiment responsable, il ne prend pas le temps de lire. Donc, effectivement, ça rentre un peu en contradiction, Arnaud, avec toi, ta position de dire l'emballage est vecteur de message. Bon, être vecteur de message sur un client déjà sensibilisé, est-ce utile? Parce que nous, ce qu'il nous faut en marketing, c'est convaincre ceux qui ne sont pas forcément sensibles. Je pense qu'on va devoir clore la session. Bon, alors, il y avait une question tout au début. Alors, il y a une question de Justine sur « Pensez-vous que l'impression 3D via le recyclage des matériaux peut être un facteur de rupture pour les contenants dans les années à venir ?» Alors, effectivement, ça, c'est une question très technique. Arnaud, en 20 secondes, ou Stéphane, si tu as… Non, pour moi, c'est vrai que l'impression 3D, c'est finalement la capacité de pouvoir produire des objets très adaptés. Alors, après, effectivement, avec toutes les limites qu'on connaît, nous, on travaille en particulier avec une entreprise française qui fabrique des imprimantes 3D et qui a développé tout un projet sur la réparation de jouets, voilà, imprimant. Et c'est vrai que
techniquement, ça reste encore très lent. Bon, on a encore pas mal de contraintes techniques. Ouais. Après, c'est une vraie piste. Merci, Justine. Oui, par le 3D, ça supposerait peut-être qu'on utilise moins d'encre, moins de matière, c'est ça qui pourrait permettre donc d'avoir Plus adapté. Voilà, un packaging voilà, moins gourmand en ressources. Ouais, mais on en parlait la dernière fois, c'est-à-dire que vous avez un vocabulaire graphique qui est dans l'inconscient collectif. Et si vous changez une forme de boîte en fonction du produit et que ce n'est pas la forme qui correspond au produit, votre produit ne va pas se vendre. Donc, bon, ça fait partie encore des choses à améliorer dans notre métier. Mais si je passe d'une boîte cubique pour des cookies, mais les cookies ne vont pas se vendre. Alors que si j'ai une boîte bien en sa forme actuelle, ouais. Donc, c'est là où il faut faire attention. Il y a des formats qui permettent de catégoriser rapidement et immédiatement. Si on sort de ces formats, si on casse le code, si on est en rupture à la fois graphique par les codes couleurs ou formels, eh bien, on sort le produit de sa catégorie et ensuite, il devient très difficile à trouver dans les linéaires et ça agace le consommateur. Et bien sûr, je me rappelle une expérience qui avait eu lieu dans les années 90 qui m'avait été relatée par une agence de design lorsque je faisais ma thèse sur le design de packaging et qui portait sur Mousseline, justement, qui avait décidé d'ôter le surconditionnement cartonné. Et ils avaient pris des petits sachets aluminisés comme les systèmes de Dragibus. Eh bien, ils sont vite revenus à leur paquet classique parce que le consommateur ne retrouvait plus la marque puisqu'il était associé à un pack carton coloré d'une certaine manière et donc n'achetaient plus le produit. Ils ont perdu beaucoup de parts de marché en très peu de temps et ça a été modifié. D'ailleurs, on n'en a plus souvenir. Voilà. C'est un bon exemple. Une réflexion aussi. Alors, il y avait une question tout au début, on aura rapidement pas le temps de la traiter, mais c'était sur recyclage et sur consommation. C'est vrai qu'au départ, l'emballage, on a des beaux discours sur le recyclage et sur le fait qu'on va finalement rassurer le consommateur. Et effectivement, la question était, est-ce que les entreprises sont conscientes que finalement, le recyclage a un impact et que finalement, ce ne sera pas suffisant pour relever les défis. Donc ça, je pense que c'est un bon sujet. On pourra l'aborder potentiellement dans un autre atelier. Si Nicolas, qui nous parlait, c'est dommage parce que ça aussi, c'est assez intéressant dans le chat sur les pure players digitaux qui ont accéléré les démarches d'éco-conception de certaines marques. Alors effectivement, on a bien conscience de la puissance des plateformes et de la capacité des plateformes à faire changer. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors quand on parle d'Amazon, c'est un gros pourcentage des ventes sur Internet. Quand on parle pareil de Booking, 80% des réservations en termes de tourisme. Donc, effectivement, ces gros-là ont la capacité de faire changer. Maintenant, comme le soulignait Arnaud, c'est vrai qu'elles aussi doivent préserver leur intérêt financier. Donc, je pense que là encore, et ce sera peut-être la conclusion de mon côté, il faut allier les deux et il faut peut-être rajouter des indicateurs de performance de manière complémentaire aux indicateurs purement financiers. Stéphane, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, on voit bien que les enjeux du packaging éco-responsable pour les marques sont nombreux, multiples. Ils nous passionnent. On n'a pas eu le temps de parler du smart packaging, c'est-à-dire le packaging intelligent et toutes ces innovations. Je pense que ça pourrait être une thématique dans un futur sur l'innovation packaging et sa contribution à une meilleure gestion des ressources de notre planète. Oui. Arnaud? Moi, je suis content de vous entendre et de partager ça avec vous parce que j'ai, un peu comme Stéphane, je trouvais que le packaging était un peu le parent pauvre du mix marketing. Et mine de rien, il revient un petit peu sur le devant de la scène, on prend conscience de son importance. Donc, il faut travailler. Il y a plein de choses à améliorer, c'est une certitude, mais ça reste un bel objet qui est fort utile pour nous tous. Donc, ça me fait plaisir d'en parler avec vous et de mettre une dimension positive sur cette discipline. Merci. Francesca? Oui, moi, sur le packaging dématérialisé, vas-y.
Ah oui, c'est avec plaisir. Et ben, merci beaucoup à vous de cette présentation qui était effectivement hyper intéressante et inspirante, comme j'ai déjà dit. Et je suis tout à fait d'accord, enfin, là où on dit qu'il y a plein de choses à améliorer encore, et notamment enfin, dans tous les secteurs d'un point de vue PAC. Donc, c'est vrai que on va voir comment ça va évoluer, mais on est tout à fait conscient qu'il y a des choses qui doivent changer. En tout cas, merci parce que c'était vraiment Oui, très inspirant. et peut-être que le consommateur va s'acheminer vers une expérience packaging que les marketeurs vont pouvoir analyser comme une dimension de l'expérience client. On n'a pas forcément parlé, mais dans le luxe, c'est vrai que le fait d'ouvrir la boîte, ça a beaucoup de sens. Et ça fait partie de cette expérience qui peut durer chez soi ensuite ou lors de la réception de l'objet. Voilà encore d'autres pistes qui pourraient C'est vrai, nous C'est ouvrir de ça. nouveaux champs. Donc c'est vrai, c'est vrai. effectivement, Evelyne propose justement un débat sur le marketing dans les univers de vente Ah oui, virtuelle, puisqu'effectivement, le domaine du luxe s'y met. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins rapide qu'en Italie. En Italie, ça fait quand même assez longtemps que le domaine du luxe s'y est mis. Ça peut être un sujet, effectivement, pour de prochaines réflexions. Dans tous les cas, sachez que ces ateliers, je vous enverrai un mail à ce sujet. Ces ateliers d'éclairage ont aussi pour objectif d'aboutir à des ateliers d'approfondissement justement sur des thématiques propres à l'emballage. Donc, n'hésitez pas après à revenir vers nous si vous voulez approfondir ces thématiques. bien sûr. Je Mon propose, adresse email, magne.stéphane@yahoo.fr. voilà, merci encore à tous. Et donc, voilà, on a quand même 9 minutes de retard. Désolée. Ouais. Faites une bonne journée, Bravo Béatrice Merci, pour cette merci à Merci bonne tous. animation beaucoup. semaine et et à organisation. bientôt. Merci. Ouais, merci Au beaucoup. revoir. Merci Merci. à Merci tous. à vous.